La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Je pense que les trois, on a des belles chemises ou des beaux chandails. La chemise du Pit Crew de Mano Cornuto pour Jean-Max. Un zip-up hoodie. Ouais. Comment on dit ça? Un zip-up hoodie. Ouais, c'est le même en français. Parfait. Pour les 24 heures du Mans. Pour notre invité complètement spécial, Olivier Larue. Et j'ai mis mon beau chandail de Williams, que j'ai été un des très, très chanceux d'acheter sur le site. Il n'y en avait pas beaucoup, puis ça a été sold out demain. Vendredi, il n'y en avait plus. Alors, voilà. Mais bienvenue à tout le monde. Finalement, puisqu'il y a eu tellement de nouvelles cette semaine dans ce nouvel épisode du podcast. Oui, c'est l'épingle de Montréal. Mesdames et messieurs, veuillez retirer vos chapeaux et casquettes pour ce rappel de l'hymne national. T'allais tranquille, hein? C'était doux. D'après moi, c'est la paternité qui te fait ça. D'après moi, c'est depuis que je suis levé à 4h47. Je vais répéter parce qu'on avait enregistré ce petit segment-là que en fait, qui n'a pas été publié, puis on est assis ici, puis tout le reste. Mais parlant de la paternité, t'es-tu papa, toi, Olivier? Non, pas encore. Un chat, ça compte-tu? Un chat, ça compte. Okay, ça peut compter. Bonne fête des pères à tout le monde. On a rencontré, j'ai rencontré Alex et ses deux filles qui nous écoutent, Eliane et Flavie, des grandes fans de l'Épingle, des grandes fans de Formule 1. Alex est là pour partager sa passion de la Formule 1 avec ses filles. Je sais qu'il y a Eric qui est un auditeur également très fidèle qui nous a écrit. Il s'en va au Grand Prix avec son fils juste pour ces moments-là, pour avoir créé des souvenirs. Puis, moi, j'ai eu un petit moment de m'emmener, je suis 100% honnête avec vous autres. J'étais assis à côté d'Hugo, j'ai dit, en fait, j'ai rien dit, j'ai juste sacré mon camp tout seul parce que j'ai vécu un petit moment dimanche lorsque j'ai pensé qu'on était à la fête des pères puis que j'étais au Grand Prix sans mon papa, avec pas de papa, que je salue. C'est lui qui m'a donné la passion de la Formule 1. Puis, je le dis ouvertement, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec mon père, mais les meilleurs que j'ai, c'était au circuit Gilles Villeneuve, au Grand Prix du Canada. Puis, s'il y a quelque chose que je peux remercier mon père, c'est de m'avoir donné cette belle passion-là pour la Formule 1. Puis, ça mène où, des fois, quand on donne la passion à nos enfants puis qu'on relaie tout ça, ça donne que j'ai pu travailler au Grand Prix du Canada en étant là comme média avec mon chum Hugo qui est là. C'était la deuxième épisode pour représenter ce beau podcast-là puis ce qu'on fait à BPM Sport. Alors, les papas qui nous écoutent, là, qui amènent leur kid au Grand Prix, qui amènent leur kid au hockey à 6 h du matin avec un demi-café déjà de bu puis les yeux un peu collés puis tout ça, vous êtes exceptionnels. On est un peu en retard pour vous souhaiter une très, très bonne fête des pères. Mais keep it up, boys. C'est la job la plus dure au monde. Aussi, je pense, la plus belle. Jean-Max, qui le vit, même s'il s'est levé à 4h45 à matin parce que son fils voulait plus rien savoir. Rien. Voilà, les boys. Donc, je voulais saluer ça, puis je pensais que c'était important de le faire. Good job, effectivement. Et cela étant dit, pas mal sûr que les papas qui nous écoutent, puis ceux qui sont pas papas, sont bien contents de voir que Olivier et moi, on s'est revus d'ailleurs à la conférence de presse, le Grand Prix du Canada qui est prolongé jusqu'en 2035. Il y a eu des doutes peut-être dans l'opinion publique, un peu partout, de se dire est-ce qu'on va perdre le Grand Prix? Est-ce que le Grand Prix va venir en alternance un peu avec Miami une année sur deux ou avec peut-être, on jasait d'un circuit urbain à New York puis tout ça. C'est canné, c'est réglé, il n'y a rien de ça. La Formule 1 reste en 2035. On a comment je peux dire, l'intention d'en faire un des meilleurs, sinon le meilleur Grand Prix sur la grille. Oli, tu réagis comment à tout ça? Ben, j'ai l'impression que ça vient vraiment mettre un terme à l'édition 2024 aussi. Tu sais, je pense que Octane, on a été assez ouvert de dire que 2024, ça s'est pas bien passé. On a mis les ajustements. On a dit que l'édition 2025, c'était l'examen de fin d'année. Ben là, on l'a réussi, puis en prolongeant cette entente-là, je pense qu'on met un terme à toute spéculation. On vient de dire, regardez, on a appris de nos erreurs, c'est fait. Maintenant, la F1 a l'intention de rester ici. Nous avons, en tant qu'organisation du Grand Prix,
l'intention d'investir, de rendre, comme tu le disais, cet événement-là un des meilleurs du calendrier. Donc là, l'édition 2024, on n'en parle plus. C'est réglé. On a eu un super week-end. On a eu une prolongation de contrat pour la F1 Academy aussi et pour la F1. Oui. Donc là, tout est réglé. Je pense que c'est vraiment ça le message qu'il faut retenir. Même malgré une édition qui a été difficile, là, on est là pour rester. Non, puis comme j'ai jasé avec Sandrine, je sais pas si tu as vu l'entrevue que j'ai fait avec elle, tu sais, tu peux revenir là-dessus ad vitam aeternam, là, tu sais, sur ce qui est arrivé. Puis moi, quand il y a quelque chose de cette façon-là qui arrive, ça peut nous arriver ici, tu sais, on peut avoir un mauvais show, toi, tu peux avoir une take en ondes en RDS, puis ça vire mal, puis, tu sais, comment tu vois ça? T'sais, soit tu rumines ça, ou tu dis, bon, voilà une opportunité de s'améliorer, d'améliorer nos relations avec Formula One Management, avec la FIA, puis de s'améliorer. Puis c'est ce qu'on a vu, on en a parlé en long et en large. Là, vous irez écouter le premier épisode qu'on a fait cette semaine avec Émilie Duquette, là, mais c'est ce qu'on a vu comme Extreme Makeover. Puis la Formule 1 était prête à dire, écoutez, le contrat est là. J'imagine c'est le même, là, ça s'est pas réglé. François-David Rouleau a publié ça dans le Journal de Montréal lundi matin. Ça veut dire que ça se jasait déjà en fin de semaine, puis qu'on se disait, écoute, voici probablement des targets que vous avez à atteindre, des cibles. Si c'est fait, ben voilà le contrat qui est sur la table, puis ça a dû se signer en fin de semaine, j'imagine. Écoute, c'est une jouissance complète, là. T'en parlais, Olivier. J'avais les frissons sur les bras. Tu sais, aussi rapidement prolongé, même si c'était déjà jusqu'en 2031, je suis comme vraiment surpris, mais tellement heureux. Tu sais, j'ai mes billets jusqu'en 2031, moi, les avoir sûrement jusqu'en 2035. J'imagine que M. Dominicali, quelqu'un de la Formule 1, a adressé un petit avertissement, dire, tu sais, ça peut pas marcher de même. L'accès au site, les paddocks qui étaient inondés et autres histoires cauchemardesques. Cette année, comme tu l'as dit, Greg, tu l'as vécu avec Hugo de plus près. C'était top, de A à Z. Tout le monde l'a dit. Les professionnels, les animateurs, les chroniqueurs d'Angleterre, de partout dans le monde, les pilotes, les dirigeants, tout le monde le dit. C'est un des meilleurs circuits de l'année, un des plus toughs, un des plus plaisants. La ville, la vibe, la bouffe, les fans qui sont proches, qui hurlent tout le temps. Quelle bonne nouvelle pour Montréal. Mais on sentait qu'il était vraiment sur la corde raide aussi là, avec l'année passée. Fait que de répondre à l'appel de la sorte et de faire en sorte justement que l'événement soit incroyable autant pour les partisans que pour les membres des médias et tous ceux qui sont dans le paddock, pour vrai, ça a été une grande différence. En tout cas, moi, je l'ai senti directement comparativement à la première année je l'ai faite. Là, il y a 3 ans, c'était pas pareil du tout. Ouais, puis j'ai eu l'occasion cette semaine de m'asseoir, de prendre un café avec... Ben, en fait, il boit pas de café. Ça, c'était vraiment drôle, là. Avec Kim Hillman, qui est YouTuber, photographe. Vous savez certainement c'est qui si vous êtes à l'écoute, là, qui est probablement le plus populaire de tous les photographes. J'ai juste envoyé un message, j'étais encore à Montréal, veux-tu prendre un café? Certainement. Je l'invite au plus beau café à Montréal, le Crew Collective Café dans le Vieux. Je sais qu'il est australien. Les Australiens prennent le café au sérieux. Finalement, il me dit, je bois pas de café, je vais prendre une eau pétillante. C'est assez comique. Okay. Il a fait une vidéo justement sur tous les changements qui sont faits au Grand Prix. Ben oui. Puis lui, il a adoré son expérience cette année. Il dit, l'année passée, j'avais pas aimé ça. Mais tu sais, il y avait de la pluie. C'était pas juste par rapport au Grand Prix. Là. Il dit, j'étais dans une espèce de Airbnb qui était super vieux. Ça marchait pas. C'était pas bien situé, tout ça. Puis avec la température également. Donc, bref, il a adoré son expérience cette année. Puis tout ça, ça fait shiner Montréal. C'est bien, tant mieux. Vous allez pouvoir bénéficier de cet entretien. C'est vraiment une conversation là, à bâton rompu avec Kim. On parle d'Oscar puis Astrid, plein d'affaires. Puis sur YouTube, on va vous mettre ça bientôt. Les gars, cette nouvelle-là arrive à un bon moment. Parce que le Grand Prix est confirmé pour les 10 prochaines années. Et là, ça s'active de plus en plus. Puis c'est pas... On a déjà annoncé Miami en début d'année jusqu'en 2041, eux autres, sur une prolongation de contrat de 15 ans. Il y en a d'autres qui vont s'activer aussi là, d'ici... là, on est, je pense, le 3e Grand Prix avec le plus long contrat. D'ici la fin de la saison, on va avoir d'autres annonces. Mais il y a eu des nouvelles qui sont arrivées récemment suite à cette prolongation du contrat avec le Grand Prix du Canada.
il y a des intérêts privés en Thaïlande qui ont investi 1 milliard. Le premier ministre de la Thaïlande, dont je ne lirai pas le nom parce que pour moi, je me fais un honneur de dire et de prononcer les noms de la bonne façon et c'est sûr que je suis pas capable. On comme donné l'aval et tout ça, puis il y a des conversations avec la FIA, on aurait investi 1 milliard, qui est tout de l'argent privé. Maintenant, pour un Grand Prix qui commencera en 2028 à Bangkok, maintenant, je vous pose une question quiz. Quelle entreprise thaïlandaise pourrait bien vouloir investir tout cet argent pour amener la Formule 1 en Thaïlande? Peut-être une équipe championne du monde, genre. Ouais. Tu gagnes! Red Bull! Red Bull. Ils ont pas révélé, là, en tout cas, moi, dans ce que j'ai lu puis entendu, les personnes qui a mis Red Bull, le nom là-dessus, mais pas grand d'autres compagnies thaïlandaises investies dans la Formule 1. Je veux dire, c'est pas Alex Albon Enterprise qui vont payer ça. Là. Et aussi, le circuit en Afrique du Sud, juste au nord de Johannesburg, qui a obtenu le plus haut grade maintenant de la FIA pour être prêt pour recevoir un Grand Prix. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quel Grand Prix va quitter le circuit? Est-ce qu'on en enlève un peu en Europe pour s'en aller en Asie, s'en aller en Afrique? Lewis a poussé fort pour qu'on ait un Grand Prix en Afrique également. J'ai hâte de voir ça aller. Ouais, je pense que l'Afrique, c'est dû. Là. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, qu'on veut un championnat du monde. Un championnat du monde qui va sur tous les continents. Je pense que l'Afrique, ce serait un must. Qu'est-ce qu'on va voir? 2 Grands Prix en Espagne l'année prochaine. Est-ce qu'on en aura 2 à long terme? Je pense que Barcelone vient de prendre la barre. Là. Exact. Plus on en rajoute, il faut en enlever parce que, écoute, avec la semaine qu'on a vécue, là, on le voit qu'on fait pas ça 24 fois par année. Là. C'est beaucoup, imagine, pour les équipes, tout ce qui est... La logistique est incroyable. Là. Tu sais, quand on dit le cercle, la F1 débarque à Montréal, là, écoutez, c'est des containers et des bateaux et des containers et du stock, de la bouffe, les voitures. Faut les amener, ces voitures-là. Non, mais c'est intense. Puis c'est pour ça qu'on a enlevé Montréal. On l'a mis le 24 mai pour l'an prochain pour essayer de diminuer le déplacement pour je trouve ça poche. L'écologie. C'est la seule chose que je trouve. C'est vraiment poche parce que là... Ils font pas un double header. Miami-Montréal, c'est tellement proche. C'est quoi? C'est 3 heures d'avion. Ouais. Et là, il y a quoi? 1 semaine ou 2 entre les 2 Grands Prix? Il y en a 2, me semble. 2 semaines. Tout le monde va retourner en Europe. Tout le monde va s'en aller chez eux. Si pis ça. Puis, je veux dire, à la fin de la... T'aurais pu coller ces 2 Grands Prix-là. Puis, bref, j'imagine que... En même temps que l'Indy 500 en plus. C'est ça. Ouais, mais ça, j'imagine qu'on va se parler aussi. Pour pas avoir la même heure de départ. Là. Le Indy 500, habituellement, est à 12h30. Le Grand Prix du Canada est à 14h. On peut peut-être mettre ça à 16h. Au niveau télévisuel, mais au niveau tourisme puis fans... ça change. J'ai posé la question à Jean-Philippe Paradis en lien avec ça. Voilà. Lui, ce qu'il me disait, c'est que le marché américain est assez grand pour tenir une course dans le nord des États-Unis, à Indianapolis et à Montréal. C'est ça. Il dit que le marché de la Formule 1 aussi, les fans de F1, on a un bassin qui est maintenant assez grand aux États-Unis pour en avoir qui viennent à Montréal. Ça semble pas l'inquiéter à ce niveau-là. Peut-être dans au niveau des médias, il y a certainement des journalistes qui vont choisir d'aller à Indianapolis plutôt qu'à Montréal. On l'a vu un peu cette fin de semaine avec les 24 heures du Mans aussi. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, y avait-tu des réactions par rapport à ça, par rapport aux 24 heures du Mans, mettons, puis le fanbase européen qui était plus... J'ai pas entendu de réaction, mais on veut jamais une course de F1 en même temps que les 24 heures du Mans. Je pense que la triple couronne, il faut s'assurer de mettre ça des journées différentes, ou à tout le moins pas en même temps. On le voyait avec Monaco puis l'Indy 500. Je pense que ça fonctionnait bien. Ouais. T'sais, oui, on peut mettre le départ à Montréal un peu plus tard, mais en même temps, s'il y a de la pluie, soit à Indianapolis, ça finit par être en même temps. S'il y a de la pluie à Montréal, là, tu réduis vraiment ta fenêtre parce que le soleil va finir par se coucher. C'est qu'on l'a vu en 2011, ça a pris 4 heures, mais si on veut retarder le départ d'un départ qui est à 16 heures, ça deviendra encore plus compliqué. Mais bref, on verra rendu là. Je pense que c'est une problématique qu'on va gérer rendu là. Je veux dire, Monaco reste Monaco, mais est-ce que ça joue vraiment dans les chiffres? Mettons, là, on parle des journalistes qui vont vouloir se séparer le travail ou quoi que ce soit. Je veux dire, Will Buxton couvre le Indy maintenant. Il est plus pantoute en Formule 1. Y a-t-il un dédoublement vraiment? Je donne ça comme exemple. Non, mais par exemple, je pense à Jamie Price, qui est photographe, qui était souvent à Montréal, qui fait toujours de magnifiques photos, mais cette fin de semaine, il était aux 24 heures du Mans. Okay. C'est sûr qu'il y en a. Est-ce que c'est un nombre tellement important que ça
justifie qu'on fasse pas ça en même temps, peut-être pas. Mais c'est sûr qu'il va en avoir. Mais au bout du compte, le plus grand perdant, c'est le partisan. Lui, il va devoir choisir entre ce qu'il regarde, entre le Grand Prix du Canada ou l'Indy 500 en direct. Mais on verra comment on ajuste ça. Puis pour revenir sur Afrique et Thaïlande, Bangkok, ça va être incroyable. Pour être allé, là, ça va être fou. 2, Albon va avoir une course à la maison, même si anglais aussi. Bon, mais je pense que le côté thaïlandais... Il représente le drapeau thaïlandais. Oui, c'est ça, exactement. Un petit peu plus. L'Afrique, tant mieux, on y retourne, mais ça veut-tu dire qu'on va en ajouter 1 ou 2? Un peut-être, puis on va rotationner avec les autres. Ben, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de Grands Prix en rotation. Là. Spa est déjà annoncé en rotation, puis on n'a pas annoncé avec quoi. T'sais, là, Spa, on y va cette année. L'année prochaine, il y a sur le calendrier aussi. C'est à partir de 2027, je pense, en rotation. Incroyable. Qui devient en rotation. Mais 2027, bon, puis ça commencerait en 2028 en Thaïlande, donc ça marche pas avec Spa. Ça sera pas celui-là. En tout cas, mais il va certainement avoir des Grands Prix qui vont être en rotation, surtout en Europe. Là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là jusqu'en 2035. Fait qu'on n'est pas considéré comme un Grand Prix qui aurait pu flipper justement en rotation. Ce dont on avait peur, pas plus tard que vendredi passé. Ça sera pas le Canada, ça sera pas les 3 Grands Prix aux États-Unis, ça sera pas le Mexique, c'est sûr. Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite. Un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement et vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. Ça ne sera pas aucun Grand Prix en Amérique du Sud. Ça ne sera pas ni Qatar, ni Bahreïn, ni Abu Dhabi. Ça ne sera pas l'Arabie Saoudite qui a été prolongée aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là? Je veux dire, c'est des Grands Prix européens là, qui vont commencer à bouger. Là. Ça ne sera pas l'Australie qui est prolongée jusqu'en 2037, 36. Puis on commence le calendrier là-bas. Là, puis c'est un énorme marché. Ouais. Il parlait de rajouter les Grands Prix en Australie, d'ailleurs, du côté de... je suis tout le temps mêlé. C'est en ouest de l'Australie, donc à Perth. Donc, il y a des Grands Prix européens qui vont sauter. Maintenant, lesquels? Barcelone est probablement le premier candidat. Ouais. Imola est déjà parti. Ouais, Imola, ça s'en va. Zandvoort, peut-être. Ah, Zandvoort s'en va, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Zandvoort en 2026, c'est le dernier Grand Prix là-bas. Est-ce que Thaïlande va remplacer Zandvoort? En plus, de la façon dans le calendrier qui est placé, Zandvoort, là, c'est le premier après la pause estivale. Ouais. Donc, mais on commencerait pas en Thaïlande à ce moment-là. Ça serait un peu fou de faire ça. Là. Ça serait plus dans le coin. On va le mettre en même temps qu'il fait chaud. Il fait chaud en Simonac dans ce temps-là? Ouais, je pense qu'il fait chaud en Simonac. Ah oui, c'est vrai, c'est Zandvoort qui s'en va. Malheureusement. C'est une bonne piste, ça. Malheureusement pour... Max Verstappen. On m'avait pas dit qu'il fallait chanter là, pour venir ici. Non, je suis un grand chanteur. Multitalent, ce Jean-Max-là. Bon, la fin de semaine à Montréal maintenant. Yes. Je pense qu'on va juste retirer nos chapeaux un instant. Casquette. Je peux pas, j'ai des écouteurs, mais... Pour rendre hommage à cette marmotte que nous avons perdue sur la piste. Lewis. Ça grande peine après la course. Faut-il qu'il soit malchanceux? On en reparlera. Ça fait 2 Grands Prix en ligne qui ont un dommage au plancher.
En Espagne, il se fait passer par Hülkenberg. Au début, tout le monde était comme « Wow, la Sauber! Hülkenberg, il est rendu fou! Le upgrade de Sauber fonctionne! Ben non. Ben non. Il y avait du dommage. Fait que ça compte pas. D'ailleurs, je sais pas si t'étais là, Olivier. Moi, je l'ai regardé dans la salle média, mais la conférence de Fred Vasseur, c'était-tu le jeudi? Quand on y posait des questions justement sur Barcelone, puis les dommages qu'il y a eu, puis ce qui s'est passé, puis il a rentré dans les médias là, cette journée-là. C'était hilarant voir ça. Notamment, on lui a demandé c'était quoi les dommages. Il dit, c'est sûr que quand tu me poses la question, puis je te dis que je te répondrai pas, puis 10 minutes plus tard, vous revenez pour poser la question, je te répondrai pas plus, mais si vous voulez avoir une réponse, on a mis les roues en avant, en arrière. C'était ça le problème. Que là, tout le monde est parti à rire. C'était bien sûr pas vrai. Puis ces fameuses rumeurs-là de Fred Vasseur, je pense que ça a été... j'ai rarement vu Lewis aussi incisif dans les dernières années en conférence de presse, là, dire aux gens stop making stuff up. Là. C'était assez... c'était drôle, puis en même temps, je pense ça disait... Fred Vasseur qui a dit, quand il faut que tu googles le nom du journaliste, c'est pas bon signe. Aïe aïe. Ouais. En même temps, je pense que la question se pose quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la voiture en Espagne. Je trouve pas que c'est une question si difficile, mais en même temps, c'est son choix de répondre. Et effectivement, à un moment donné, à force de répéter les mêmes questions, je peux comprendre qu'ils sont un peu tannés, mais effectivement, vendredi, il était particulièrement incisif envers les médias italiens en disant quand vous pointez du doigt certains membres du personnel en particulier, ben ils ont une famille, ils ont des amis, ils les ça les affecte. Puis en voulant un peu réveiller la Scuderia Ferrari, on finit par nuire à la Scuderia Ferrari en mettant encore plus de pression sur tous les membres de l'équipe. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant comme point de vue. D'ailleurs, les médias italiens ont eu une réponse par rapport à ça, un peu sarcastique, en disant « Bon, ben c'est notre faute, gang, si Ferrari sont pas bons cette année. » Ça m'a fait rire, ça. Non, mais... ils ont le droit de poser leur... On est des médias. Mais en même temps, quand tu commences à spéculer comme ça aide-tu vraiment? Tu es un média italien, ça aide-tu vraiment Ferrari qui, au lieu de commencer à focusser, je veux dire, t'as tout le monde dans l'équipe qui sont... Tu sais, je veux dire, t'as une spéculation que ton grand boss s'en va puis il négocie ailleurs. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Là? Puis c'est pas nécessairement Charles et Lewis, là. C'est les mécanos qui sont là, tous les gens. Je veux dire, ça défocus les équipes qui devraient justement... Tu sais, on pense pas à ça chez McLaren en ce moment, là. Non. On pense pas à ça chez Mercedes non plus, là. C'est des milliers de personnes qui sont touchées. Tu sais, dans le fond, là, Ferrari, l'Italie, leur Canadien de Montréal à nous, là, c'est Ferrari. Ferrari ne va pas bien depuis quoi? 1995? Ouais, depuis Kimi en 2007. Depuis Kimi Raikkonen. C'est ce que je Puis dis. avant ça, tu sais. Fait que... Leave me alone, I know what to do. Ils ont toujours... J'étais en Italie, je me prends un petit verre, je rentre et je rencontre le propriétaire du commerce. Et là, je vois qu'il écoute les qualifs. Là, je dis comme, oh, ne me dis rien. Il dit, ah oui, t'aimes la F1. Je dis, oui. Je dis, évidemment, vous êtes un fan de Ferrari. Il dit, ben oui, évidemment, en italien. Puis là, je dis, là, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous content de Lewis? Nanana. Il dit, ah, ça va pas bien, c'est de la merde, ça marche pas. Je dis, ben, on sait jamais, en 2026, avec les nouveaux règlements. Il dit, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Ça fait 20 ans qu'on attend l'année prochaine. Je suis comme, OK, mal épicé, moi, puis je vais faire mailler avec ça. Mais c'était quand même drôle dans le sens, c'est leur religion à eux. Ouais. Fait que, tu sais, les journalistes là, qui garochent des affaires, la zizanie est partout. Charles, il était écœuré, tu le vois dans sa face. Vasseur était écœuré. Très bien que le chef se lève et dise, là, arrêtez-moi ça. Puis Lewis, en fin de semaine, Lewis, il était écœuré. Il a tellement été malchanceux en fin de semaine. Là. Une marmotte. Horrible. Non, mais pense-y. Non, mais Lewis frappe une marmotte. Le vilain frappe une marmotte. Encore une histoire de stratégie. Là, je m'excuse. Là. Encore les ingénieurs. Changer son ingénieur. Là. Ça ne marche pas. Là. Même celui à Charles. Mais il l'envoie dans les puits, le ramène en plein milieu du trafic, perd 10 secondes juste là. Et là, frappe une marmotte, perd à peu près entre 0.3 et 0.5 autour. Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Non, mais c'est fou. Frappe une marmotte. Et de l'autre côté, en qualification, Charles, je veux dire, qui a été... lui-même, là.
Ben, il s'est pas planté lui-même. Il y avait Isaac Hadjar qui était là. Puis, c'était-tu Isaac ou c'était. Oui, c'était Isaac parce que je sais que Yuki a ralenti. C'était un autre pilote. Mais Isaac était là et lui était en train de pousser. Puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. Ça, c'était drôle là, d'ailleurs. Et ça a sorti dans une caméra un moment où Isaac riait de Charles après le Grand Prix. Il était comme dit oh, j'ai échappé l'auto. Je sais pas trop quoi. Là. Et Charles, il riait de ce moment-là par la suite. Mais c'était comme plein de malchance, encore une fois, pour Ferrari à Montréal, quand tu aurais eu besoin d'un bon résultat. Le pire, c'est que la voiture était là, quand même. On l'avait en fin de semaine. Elle est là, mais quand tu entends Lewis toute la fin de semaine, moi, j'en revenais pas jeudi dans la conférence de presse de l'entendre dire « Je viens d'avoir un meeting avec les ingénieurs. Je sais ce que ça prend sur une voiture pour être bon à Montréal. Et ce qu'on fait, c'est pas ça. » Ça, j'en revenais pas. Parce que là, tu critiques déjà le travail de Ferrari, de tes ingénieurs. Il n'y a même pas un tour de piste de fait. Donc, il y a de la malchance, mais il y a clairement Ils sont têtus, on dirait. Oui, exact. Puis... Et pour ajouter à ton point, Oli, Fred en a parlé aussi. Il dit on a changé les deux pilotes. On a changé pilote. On a changé le directeur de l'écurie. Il y a plein d'affaires qu'on a changées. Il y a une chose qu'on n'a pas changée. Puis c'est l'équipe qui travaille sa voiture. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si eux autres veulent rien écouter, je sais pas comment ça marche dans la structure chez Ferrari, là, mais tu sais, Lewis, s'il leur dit gentiment depuis le début de l'année, ça a l'air qu'il est arrivé à Maranello, il a fait des observations, il a donné un document d'une couple de pages à Fred Vasseur. Tu sais, voici mes observations, je pense comment on pourrait améliorer l'équipe. Je veux dire, il a gagné 8 championnats des pilotes, mais il a aussi gagné 8 championnats des constructeurs avec Mercedes. Mercedes, en termes d'équipe, excusez, mais ils savent quoi faire. Là. Ou ils savaient quoi faire jusqu'à temps que James Vowles s'en aille. Là, il arrive à Ferrari, puis ils sont non, Lewis, non, nous autres, on sait qu'est-ce qu'on fait. Hey, Chris, excusez. Je l'ai gagné 7 fois la course ici. Là. Je pense qu'on a le setup. T'sais, on l'a-tu écouté en Chine? Peut-être. Puis là, oh non, là, ça prend ses aises. Puis non, c'est beau, ça va être ça ta voiture. Je sais pas. J'ai l'impression que la hiérarchie chez Italie, chez Ferrari, on en a déjà parlé. On disait qu'il y a comme ils sont têtus. J'ai l'impression que Fred Vasseur n'a pas carte blanche. Parce que peut-être qu'il ferait un petit peu de ménage. Puis j'ai l'impression qu'il est menotté et doit travailler avec ce qu'il a. Parce que clairement, ça marche pas. Vous le dites. Lewis, il donne son input. On ne l'écoute pas. Il dit non, on est là-dessus, on travaille sur quelque chose, ça s'en vient. Bon, ceci dit, je reviens à Charles parce que j'ai pas pu en parler. Il y avait eu quoi, le meilleur tour en FP1 avant de se planter, quelque chose du genre? Non, il y avait eu secteur mauve. Ouais, il était mauve dans le plein tour. ça. Puis Lewis a fait secteur. un meilleur temps à un moment donné aussi. Tu me diras que l'évolution de la piste fait en sorte que c'est pas rare que le pilote subséquent va avoir le secteur mauve, mais quand même, ça allait quand même. C'était en Q3 qu'il y avait un Il s'est pété. Et en qualif, après ça, ça allait quand même bien jusqu'à temps qu'ils disent j'ai eu de l'air vicié, du dirty air de Hadjar, fait une petite erreur, puis ça n'a pas marché. Mais ça reste que elle fonctionnait quand même, la Ferrari, puis c'était un circuit qui était quand même pour eux là, en fin de semaine. Puis Charles, s'il se qualifiait bien, il était en avant, c'est sûr et certain. C'est ce qu'il a dit après la séance de qualification. Il a dit on avait la voiture pour avoir la position. Pour avoir la pole, ouais. Absolument, c'est ça qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mais c'est de tout mettre ensemble maintenant qui est difficile. Ce que Mercedes a été capable de faire en fin de semaine, encore une fois, avec George, puis avec Kimi Antonelli, qui ont eu des solides courses, la stratégie, ils ont été impeccables. J'ai l'impression que, voilà 1 an, on se posait on se disait la même chose. Oh, Mercedes est de retour. Puis finalement, j'ai hâte de voir ça en Autriche dans 2 semaines. Est-ce qu'on va, encore une fois, remettre cette performance-là sur la piste? Je pense que la Mercedes est bien balancée. On a vu, elle a connu un pic en fin de semaine. Mais est-ce qu'on est capable vraiment d'aller traduire ça à chacun des Grands Prix? Je pense pas encore. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense pas non plus. Je pense qu'eux aussi se tournent vers 2026. Mais je pense qu'on voit surtout le travail des pilotes.
T'sais, George Russell a vraiment un bon début de saison. Qu'est-ce qu'on fait avec son contrat? Je pense qu'il est temps qu'on s'y mette vraiment, sérieusement. Du côté il a fait de des jokes là-dessus en fin de semaine, d'ailleurs, hein, George? Mais il fait des blagues, mais en même temps, il rappelle un peu à tout le monde. Il s'assure de garder 100 millions par année. Ouais, c'est ça. Il s'assure de garder ce dossier-là bien au fait des journalistes. Là. Puis je saute là-dessus une petite parenthèse. Tu sais, j'ai l'impression que Toto Wolff, tout ce beau monde-là discute, mais je pense pas que Toto Wolff a fermé la porte à la venue d'un certain Max Verstappen. Je pense qu'il a sa photo à côté de son lit. Là. Il attend jusqu'à la fin que ce soit plus possible. Je pense qu'il sait que la porte se referme, mais il y a encore peut-être un peu d'espoir. Fait qu'il attend. Les vacances s'en viennent. Généralement, c'est là qu'on signe les contrats. Ou le Grand Prix à Silverstone. Pour si on signe ça aussi, peut-être qu'on veut faire un grand coup aussi. Ça serait très bon, ça, Olivier. On en parlait, juste dire un mot sur Mercedes. Je pense que c'est track spécifique, spécifique au circuit. Pourquoi ils ont été aussi bons? C'est que, oui, on disait la Mercedes est bonne par temps froid, mais la Mercedes est bonne aussi quand on n'effrite pas trop les pneus. Et Montréal, c'est un peu pour ça, c'est que tu as des longues lignes droites, puis tu as des virages très courts. Donc, les pneus sont moins sollicités longtemps, donc vont se dégrader moins rapidement. Comme par exemple un Suzuka, un Silverstone et un Barcelone, d'ailleurs, je pense, là, des longs virages rapides, moyens rapides. Monza. Qui amènent un grosse charge sur les pneus. Un big load. Aussi, l'accélération de la Mercedes. En sortie de virage, oui. Tu le vois sur les Ghost Laps, là. Je veux dire, quand on a vu entre Verstappen et Russell, là, en sortie de virage tout de suite, là, la Mercedes part, puis c'est vraiment là qu'on a créé cette distance-là avec la Red Bull de Max. Là. Qu'en Autriche, je pense qu'il va être encore. Russell va encore se battre pour un podium, probablement, parce que tu as des gros 90 degrés. T'en as comme 3-4. Puis au milieu du circuit, tu as comme un genre de long virage à grande vitesse, là, on verra. Mais je pense que McLaren, c'est là qu'ils sont forts. C'est que justement, quand tout le monde a de la misère avec leurs pneus, eux, ils les gèrent de façon remarquable grâce à leur tambour le tambour intérieur de la voiture. Ils ont comme inventé un composé, un alliage. Peut-être que Lee a plus de réponses que moi. Oh non, pas du tout. Vraiment pas. Ah non, vous n'avez pas vu ça? Ça, c'est le segment Fred de Il semble que genre Rob Marshall, là, qui était avec Red Bull avant, et Andrea Stella ont travaillé avec leur équipe sur un genre d'alliage qui était à l'intérieur du mag, un peu, si on veut, de la voiture. Et lorsque ça s'en va à très haute température, au lieu de que l'alliage reste chaud, malgré le refroidissement qu'on essaie d'apporter, mais ils ont comme créé un alliage, là, j'y vais en général, qui arrête de chauffer, finalement, et qui refroidit quasiment. C'est comme du génie, puis ça a comme été dévoilé en catimini. Donc, c'est pour ça que tête de Jean-Max. C'est pour ça que McLaren gère la gestion des pneus. Horner avait dit, comme là, un mois ou à peu près, il dit c'est vraiment étonnant parce que plus il roule, moins les pneus se désagrègent. Ça avait fait d'ailleurs. Ce qui est supposé être le contraire. Là-dessus, puis la blague de Zach Brown qui avait pris, il avait ça dans sa gourde, c'était marqué Tire Water. Oui, c'est ça. Fait que ça, pour McLaren, effectivement, je me souviens, je pensais qu'on était sur Mercedes. Non. Sur McLaren. Vas-y, ajoute. Ben, moi, je reviens sur Mercedes. Ce que tu disais avec les virages plus lents, c'est exactement ce que Russell expliquait après la qualif et après la course. C'est vraiment ça. C'est qu'on a de la difficulté à gérer les pneus chez Mercedes, surtout dans des virages rapides où justement la pluie est forte sur les pneus. Mais cette fin de semaine, même si la température était plus élevée lors de la course, c'était à 50 degrés, le fait que les virages soient courts, soient lents, ça met moins de pression sur les pneus et c'est ce qui a aidé Mercedes. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et ben, moi, j'ai envie de parler de Kimi Antonelli. Là. Ben, vas-y. Quelle fin de semaine aussi, honnêtement. Ça va me faire plaisir. Après un programme trip qui a été difficile,
Ouais. de rebondir comme ça en qualification, d'aller chercher Oscar Piastri au départ, Ça, c'est incroyable. de résister en fin de course avec les 2 McLaren qui te poussent en arrière, Avec le DRS. avec le DRS. L'image. Ben oui, puis c'est un jeune homme, là, 18 ans, on le Il est rappelle. incroyable. Jeune homme. Je crée bien, il a son dernier examen, Ouais, il genre pensait- hier. Je parlais avant hier. Là, il sort de l'école, puis il y a des médias qui sont là. Kimi, comment ça a été ton. Ben oui, il dit, je peux pas trop célébrer mon podium, j'ai mes examens cette semaine, puis je veux pas être hangover. Donc, puis le samedi, je suis allé dans la ligne des puits, il était à peu près, je dirais, 8h25 pour aller filmer un petit quelque chose. Il y avait beaucoup d'action dans la ligne des puits. En fait, le vendredi soir, excuse. OK. Il y avait quand même beaucoup de monde, des gens du Paddock Club, j'imagine, ou quoi que ce soit. Il y avait des spectateurs. Et il y avait seulement Antonelli qui était là, qui signait des autographes. Je suis allé un peu plus loin, j'ai fait mes affaires. On est repassé 15-20 minutes plus tard, 20h40. Toujours là, signe des autographes. Il est rendu tard, là, un vendredi soir, pour un pilote, d'être Ben au circuit, puis de prendre le temps de signer des autographes pendant 15, 20, 30 minutes avec les spectateurs. Avez-vous vu comment, justement, Isaac Hadjar et Lewis Hamilton ont ri de lui dans la parade des. Il est comme en train de parler avec Ah ouais, Isaac. ça, c'est drôle, ça. Il est comme en train de parler. Vous avez pas vu ça? Non. C'est quand il salue. il parle rien. Il parle d'Isaac Hadjar, puis il envoie la main, mais il n'y a pas de fans, c'est des arbres en arrière. Puis là, Isaac se met à ça. Puis là, Lewis se tourne de bord et regarde. Viens-tu juste d'envoyer la main à des arbres, mais tu le vois, ils sont en train d'interviewer George Russell, puis tu vois, t'entends, ben pas t'entends, mais tu le vois, là, tu peux lire sur les lèvres de Lewis. Did you just wave? Là, Isaac part à rire, puis Kimi se sent mal. Là, il y a des fans, puis ils recommencent à waver tout de suite. Les gars rient ensemble. C'était assez comique. C'était un moment très glorieux de sa fin de semaine. Un autre, tu l'as dit, son premier podium. Ouais. Un autre page d'histoire à Montréal. C'est certainement pas le dernier. Ça aurait été le fun qu'il aille chercher sa première victoire à Montréal, mais écoute, on verra. Ça se peut que ça soit l'année prochaine. Moi, j'ai prédit qu'il allait gagner une course cette année. Donc, Il en reste 14 quand même. Ouais, J'espère il est vraiment impressionnant, honnêtement. Là. Ouais, il est quel rapide. talent. Dans le sport en général, on est très prompt à dire bah ça y est, c'est fini, on fera pas une série, gna 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 gna. En F1, de Grand Prix en Grand Prix, on dit McLaren sont trop forts, Red Bull sont trop forts. Qu'est-ce qui s'est passé à Miami l'an passé? Lando gagne, Max a gagné, mais ça a été plus difficile. Il reste 14 Grands Prix, on sait jamais ce qui peut arriver. Non, c'est vrai. Ben, On sait championnat jamais ce des qui peut constructeurs, c'est fini, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais McLaren a eu de la misère, là. Mais pourquoi? En fin de Ça, semaine. c'était ma question. Parce que, bon, on a eu de la misère parce que Lando... toi, t'étais pas dans... Olivier fait partie de la royauté. Là. Lui, il est télévision, Prince. il est avec les diffuseurs, il installe sa caméra, tu sais, il pose des questions. Nous, le peuple, on est dans le bout, à l'autre bout du médiapit. Puis il faut se battre avec nos téléphones un par-dessus l'autre pour avoir... Puis Lando était juste devant moi. On y a comme fait signe, puis il hésitait entre deux plats. Finalement, je sais pas, je pense qu'on avait l'air plus gentil, fait qu'il est venu nous voir, nous autres. Puis il a regardé ses souliers tout le long de sa dispo média qui a duré 4 minutes. Là, et ça a été, je m'excuse à mon équipe, je m'excuse à Oscar, je suis content de ne pas avoir ruiné la course d'Oscar. Il se sentait vraiment mal d'avoir coûté ces points-là à l'équipe. En même temps, et là, il y a juste Jacques Villeneuve qui a dit que c'était Nasty. de la part d'Oscar Piastri, ce que j'ai pas compris tant que ça. Ben, là. il n'y a pas Mais de tort. Il y avait pas de gap. Non, il n'y avait pas de Il voulait aller chercher l'intérieur pour rentrer dans le virage 1, là, dans le Sénat. Il n'y en avait pas de gap. Je pense pas. Mais il faut souligner, écoute, il avait pourchassé Piastri pendant déjà un bon moment. Dans l'épingle, Hey, avec c'était-tu de la belle course? presque les deux? ça, c'est de la magnifique course. T'sais. A réussi à le dépasser momentanément. Piastri continue sa ligne. On voit Norris qui doit freiner là, Le cran de Piastri Ouais. Malade. entrant dans la dernière chicane. là. à la dernière chicane. Ah oui, vraiment. Les champlons, il a dit moi, je peux pas passer là. Faut que je break. Fait qu'ils ont joué comme à check-in, les deux. Qui va breaker en premier? Ça a été Lando. Finalement, de ce qu'on a vu, là, c'est que Piastri fait un léger mouvement vers la droite, laissant entrevoir qu'il s'en va à droite, mais léger. À droite-gauche. Qu'est-ce que... Et ça se passe très vite. Après ça, boum, s'en va à gauche, mais ultra tranquillement. Pour refermer tranquillement l'ouverture, Lando, on se rappelle qu'il roule à 300 quelques, a pris... Il dit, Mais ça, t'appelles ça... il faut que j'aille chercher le virage 1 à l'intérieur si je veux passer, parce que je le passerai probablement pas, mais ça va tellement vite.
Par contre, c'est une autre erreur de Lando Norris qui en a fait en qualification over and over Je again. trouve pas ça nasty, moi. Je trouve pas ça... c'est ce qu'on appelle dans le podcast, Olivier, le ministère de la Défense. Ben, c'est stratégique. C'est fair. C'est fair. Ben, moi non plus, je trouve pas ça nasty, pour reprendre le mot. J'ai l'impression que Piastri, il a le droit de couvrir l'intérieur. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, il n'est pas nécessairement sur sa ligne de course, mais il a le droit. On le voit souvent dans des virages plus à 90 degrés. Le pilote qui va laisser tomber la ligne de course et se diriger pour couvrir l'intérieur. Je pense que c'est ce que Piastri fait. Norris, lui, voulait lui voler l'intérieur. Il s'est rendu compte trop tard que ça passait pas et il y a eu contact. Mais je pense que c'est une erreur de Lando aussi. J'ai l'impression qu'il... C'est ça. Il est allé pour un gap qui n'existait pas. On regardait ça dans la salle de presse avec ton collègue Gabriel, qui était là, puis on l'a regardé Hugo aussi, plusieurs fois, parce que Pierre, à la description, il a dit « Ah, ils se sont touchés, il y a eu contact entre les deux. » Moi, je regardais ça, puis ben, en fait, il y a eu contact, mais pas tant que ça. On dirait qu'il met les roues dans le gazon. Là, l'aileron touche légèrement la roue arrière gauche de Piastri. L'aileron décroche tout de suite, c'est fini, puis il rentre dans le mur. Mais on dirait que c'était... Je sais pas, il faudrait vraiment que je le regarde image par image. C'est une prise d'information dans le sens que Lando s'approchait. Il fallait qu'il prenne une décision rapidement. Puis là, comme Jean-Max l'a dit, il a vu comme Piastri aller un peu plus vers la droite. Fait OK, il rentre dans l'intérieur. Mais là, t'es rendu à quoi? À quelques millimètres de la voiture en arrière. T'es à justement un impact de roue, justement, que l'aileron parte. Mais plus loin que ça, je pense que c'était un mind game que Oscar Piastri a gagné parce que depuis l'épingle, on dirait, de la manière qu'il conduisait Lando, c'est comme si l'overtake était dans sa poche. Puis là, après ça, on allait concrétiser dans la ligne droite. Finalement, il a réalisé que Piastri était encore là et qu'il était encore plus fort. C'est pour ça qu'il s'est désisté rapidement dans la chicane. Puis après ça, il a comme paniqué sur l'autre ligne droite avant le premier virage. En tout cas, c'est une autre erreur. Puis c'est des points précieux au championnat. Puis je pense qu'encore une fois, Piastri, lui, c'est l'homme de glace, le Iceman. Il a peur de personne. Tandis que Lando, on dirait que quand il arrive en arrière de Max ou en arrière de Piastri, il est comme « Ah non, il va falloir que je le dépasse. Ça va être tough. » Puis boum, il choke. Mais c'est tough, c'est passé. Ben oui, c'est vraiment difficile. On posait la question au pilote après la course, puis c'est vraiment difficile. À Montréal, on a souvent l'impression que c'est un circuit où il y a beaucoup de place pour dépasser. Il y en a, honnêtement. Je dirais pas que c'est impossible de dépasser à Montréal, c'est pas vrai. Mais c'est pas aussi évident avec ces voitures-là, avec les turbulences aérodynamiques. C'est pas évident. Puis si tu rentres dans l'épingle, mettons, quand tu ressors, faut que tu sois sûr de réussir ta sortie de virage parce que sinon, c'est l'autre qui a l'avantage. Ça donne Montréal. C'est pour ça que tout le monde aime ça. Mais c'est pas évident. Fait que, évidemment, Norris, il sait qu'il est en lutte avec Piastri pour le championnat. Puis quand il voit qu'il est un petit peu plus rapide, ben, il a pas le choix d'essayer de le dépasser. Je pense que c'était... L'an dernier, les McLaren avaient pas été fameuses non plus, je pense. Norris aurait pu gagner. C'est juste que quand Max est en Norris, parce qu'il y avait de la pluie. Oui, mais il y avait eu de la pluie aussi. Mais au niveau performance, là, je pense que c'était encore Mercedes, Red Bull qui était meilleur que McLaren. À Montréal, Norris pensait qu'il pouvait gagner parce qu'il menait. Puis il y a eu une intervention de voiture de sécurité et Norris avait continué. Verstappen s'était arrêté et ça avait changé la course. Donc c'était un peu l'inverse de ce qu'on avait vu à Miami l'année passée. Ce que je veux dire, la pluie s'était mêlée de ça. Si ça avait été de la pure performance, est-ce que McLaren aurait été aussi dominant que ça? Parce que George avait eu la pole encore. Max avait bien fait. Avec le même temps. Exactement. Fait que je me pose la question. Avant qu'on se dise, oh mon Dieu, McLaren sont dans les autres groupes. Puis Oscar va perdre le championnat du monde. Voyons en Autriche avant, voir ce que ça va donner. C'est juste qu'ils sont très forts quand il y a beaucoup de charge sur les pneus. Là, il y en avait moins de domination. Et il semble qu'ils ont essayé des pièces différentes. En tout cas, ils n'ont pas été là du vendredi au complet. Allez, on en a parlé ensemble. Là, ils n'étaient pas là, pas en tout. Là. On avait l'impression que c'est juste des essais libres. On verra demain, le samedi. Finalement, ça a été ça tout le week-end. Les pilotes avaient de la difficulté à nous donner des réponses sur pourquoi c'est si difficile à Montréal. Les vibreurs, les bosses. On semblait en parler un peu, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qui explique tout? Je suis pas certain. Puis je leur demandais après la course, est-ce qu'il y a des inquiétudes pour les prochains Grands Prix, à voir comment s'est déroulé le week-end? Les deux ont répondu non. Ça semble être track spécifique. Ouais. Difficile à Montréal. Je pense pas qu'il faut s'inquiéter outre mesure non plus. Quand ils sont arrivés l'année passée, Lando disait que c'était Ferrari qui était les plus rapides, puis tout ça. Puis, je veux dire, donc...
Je pense que ils savent que Montréal, ça sera peut-être pas leur meilleure course du calendrier. Hey, les gars, il nous reste maximum 20 minutes, puis j'ai d'autres questions à Ali à poser en terminant l'épisode parce que Ali a fait plein d'entrevues en fin de semaine avec tous les pilotes, puis on veut lui poser des questions là-dessus. Il y a, parlant de Britannique, là, on ramène ça à ce qui s'en vient à Silverstone, tout ça. Pierre Gasly, je sais qu'il est français, mais il était débiné après la course, très frustré de son week-end. D'ailleurs, il n'était pas super content des essais qu'il a fait dans le simulateur de 2026. Là. Vous auriez dû voir la face qu'il a fait quand tu étais là. Toi. Ouais, j'étais là. La face qu'il a fait, il dit ouais, non, j'ai l'impression. En gros, il nous a dit j'ai l'impression de conduire une Formule E. C'était à peu près ça. C'était pas super cool. Mais Luca Di Meo, qui a été une grosse partie, qui a sécurisé Pierre Gasly chez Alpine, est parti. Ça, c'est le grand patron de chez Alpine, est parti. Et ce, en même temps qu'il y a des rumeurs, et là, le côté britannique arrive, que Christian Horner partirait de Red Bull pour aller chez Alpine et avoir des parts, un peu comme Toto Wolff en a. Adrian Newey maintenant chez Aston Martin. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Vous en pensez quoi de ça? Olivier, qu'en penses-tu? Écoute, j'ai pas de boule de cristal, honnêtement. J'ai de la difficulté à voir Horner quitter Red Bull présentement, mais en même temps, ça pourrait faire du sens. Mais bref, une chose qui est certaine, c'est que ça prend une meilleure direction chez Alpine. Ça fait des années qu'on sait pas trop où on s'en va avec ça. Puis la stabilité, puis un patron d'équipe comme Christian Horner, c'est sûr que ça ferait pas de mal à cette équipe-là. Mais je peux pas vraiment en dire plus quant aux rumeurs ou quoi que ce soit. J'ai pas d'informations privilégiées. Mais on dirait que je le vois le fit, justement. Ouais. Qu'est-ce que Horner peut aller chercher d'autre chez Red Bull? Là? La seule affaire qu'il peut gérer, à un moment donné, c'est parce qu'il n'est pas. Il n'est pas propriétaire de l'écurie comme Toto Wolff chez Mercedes qui pourrait rester là longtemps parce qu'il est copropriétaire. Là, tu as gagné combien? Tu as gagné total de 7 championnats des constructeurs, 8 championnats des pilotes, ou 6 des constructeurs, 8 des pilotes. Je veux dire, il a à peu près tout accompli. Puis là, il y a de la bisbille en ce moment dans l'écurie. Le concernant aussi, dû aux décisions de pilote notamment, puis ce qui est arrivé, puis on sait que la relation avec Verstappen, on ne reviendra pas là-dessus. Je le vois. Il a survécu à l'année dernière. J'ai l'impression que c'est l'année dernière qu'on le voyait partir encore. Mais ça a l'air qu'il y avait, l'année dernière, il y avait l'appui de la partie taille de Red Bull. Puis là, parce que ça leur a coûté 40 millions, résilier le contrat de Checo qui avait été signé par Horner, là, il y a peut-être un peu moins d'appui, justement. C'est pour ça que je le vois peut-être arriver, moi. Peut-être que je fabule. Là. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Il y a moins d'autorité, semble-t-il, selon les rumeurs. Veut rétablir son autorité. Effectivement, il y a tellement eu d'histoires chez Red Bull. Peut-être qu'il est juste écœuré. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis, nouveau chapitre. Pourquoi pas avoir des parts d'une écurie de Formule 1? On repart à 9 avec Flavio Briatore. C'est genre Empereur Palpatine et Darth Vader réunis. Ça serait malade. C'est l'Empire. Les deux, moi. Puis en ce moment, il n'y a pas de directeur d'écurie chez Alpine. Mais Oliver Oaks. Il est plus là. Il était quand même bon. Et arrive un scandale avec son frère, doit quitter. Mais et Flavio Briatore ne peut pas avoir ce rôle-là et ne pourra jamais l'avoir non plus. Fait que là, ça te prend quelqu'un. Et le grand patron est parti en même temps. Donc là, je veux dire, t'as un poste de directeur d'écurie et grand patron qui est disponible. Je dis ça, je dis rien. C'est une belle danse, ça, quand même. Très hâte de voir. Très bien résumé. Pire, hein? Bref, le coin des rumeurs est terminé. C'est clair que la situation du deuxième pilote, ça l'aide pas non plus, Christian Horner. Non. Là, ça devient vraiment... Yuki, au contraire. Yuki qui a un capital de sympathie incroyable en Formule 1, là, ça va pas mieux. Là. Pas du tout, on l'a pas vu de la fin de semaine. Honnêtement. Depuis qu'il est dans Red Bull, et je sais pas, encore à ce jour, en ce moment, Isaac Hadjar, rappelons-le, a plus de points que Yuki et Liam réunis. Hey, Sergio Perez, il se mange une Kit Kat en buvant un margarita, je te le dis. Ouais, ça, c'est jusqu'à temps qu'il soit assis dans Cadillac l'année prochaine. Avec ses 40 millions de commanditaires. Il avait l'air d'un cave au jeu de tous. Finalement, il a l'air d'un semi-champion en voulant dire, finalement, j'étais pas si pire que ça, les gens. Je vais faire comme j'ai fait l'an dernier avec Esteban Ocon à Sergio Perez. Checo, je m'excuse formellement d'avoir été si sévère à ton endroit. Yes, oui, désolé. Lo siento, Checo Pérez. Wow. Esteban qu'on a rencontré, puis ça m'a amené aux questions qu'on a en fin de semaine.
il est-tu fin, ce gars-là? Mhm. Puis il a l'air tellement heureux chez Haas. Ouais. C'est drôle, j'ai vu passer un article hier qui disait Esteban Ocon, comme à la maison chez Haas, l'an dernier, il avait l'air tendu, souriait pas. Il y avait le PR d'Alpine assis à côté de lui. Ça sortait justement de Monaco où il y avait eu collision avec Pierre Gasly. Ouais. Chez Haas, écoute, il avait l'air. Il nous a parlé pendant 5 minutes de quel point il aime Montréal. On l'a vu avec sa photo dans le Vieux-Port avec sa petite plaque, on peut le dire, marquée tabarnak. T'avais déjà sacré dans le pod, fait qu'on est correct. Ça me fait 2 fois. Over-under, ça commence à monter. Mais c'est assez comique de voir ça. Quel bon gars. Ouais. Puis il a connu un bon week-end aussi. C'est fou, quand à Montréal l'année passée, tu le disais, il revenait de Monaco. Il y avait même des rumeurs de suspension de l'équipe qu'on disait, on va peut-être suspendre Ocon. Finalement, il était là, mais on avait mis Doohan dans la voiture pour la première séance d'essai libre. Ça s'était super mal fini, cette course-là. Il était arrivé en saperlipopette devant les médias après la course à Montréal parce qu'il avait laissé passer Gasly ou quelque chose du genre. Il y avait eu une situation avec son coéquipier. De le voir comme ça, serein, avec Haas, avec Berman, où il prend un rôle un peu de mentor aussi, ça fait vraiment du bien de le voir comme ça. Puis il a un peu une réputation de bad boy, un peu en piste. Esteban Ocon, il a souvent été chic type. mais Chic, quand on le rencontre dans les paddocks, super sympathique, vraiment un des plus agréables à côtoyer. T'en as rencontré plusieurs d'ailleurs en fin de semaine. On a posé la question à Émilie Duquette qui nous a révélé sa surprise, elle, qui travaillait avec Track TV, dans toutes les entrevues que tu as faites. Puis il y a tellement de recrues. Maintenant aussi que tu as rencontré des nouveaux pilotes. Puis je pense pas que tu as fait des entrevues avec les 20 non plus. Non. Là, donc à chaque année, tu en rencontres des nouveaux. As-tu des belles surprises? Que tu t'attendais à rien, puis finalement, ça a donné des belles entrevues, découvert des beaux humains? Oui, absolument. Souvent avec des patrons d'écurie, les 2 dernières années, là, j'ai fait des entrevues avec Mike Crack. Ouais. Tellement intéressant, dans un français impeccable. J'avais vraiment aimé ça, lui parler. Je suis un peu déçu qu'il soit plus chef d'équipe chez Aston Martin, que j'ai rien contre Andy Cowell, là, mais j'ai pas parlé encore. Mais c'était vraiment intéressant de parler avec lui. Il entre en poste d'ailleurs bientôt, Andy Cowell, là, officiellement, c'est en juillet. OK? OK. Ben, on a eu l'entrevue, il a donné un point de presse. Ça a été le premier. Là. Ouais. Lui, tu sais, bon. Point de presse, disponibilité média avant tout le monde. Au Canada, quand Lance Stroll vient de se faire opérer au poignet, entre guillemets, c'était drôle de voir ça, là, un petit peu, là, mais il était très gentil, Andy Cowell. Max est super gentil aussi en entrevue. C'est La même personne que Émilie Duquette, le même. parce que lui aussi, il a cette réputation d'être arrogant et bad boy, mais en entrevue, tant que tu t'essaies pas de monter une histoire avec lui, Ouais, c'est ça. si tu essaies de lui faire si tu essaies de monter une histoire qui est contre Lando Norris puis qu'ils s'entendent plus bien parce qu'ils ont eu un accrochage en piste, là, il va être bête avec toi. Il a pas envie de monter une histoire qui fait pas de sens à ses yeux. Ou que tu mets son ingénieur en dessous de l'autobus. Ouais, c'est ça. Si tu veux créer du scandale, là, puis ça, il embarquera pas là-dedans, c'est clair. Mais c'est un gars qui est, excusez le terme, mais qui est no bullshit. Mais moi, j'adore ça parce que on reproche souvent aux pilotes de dire la même cassette. Avec Max, tu l'as pas, cette cassette-là. Ouais. Donc, si tu lui poses une question, penses-tu que tu aurais gagné la course sans la voiture de sécurité? Il va te dire oui. Il y en a qui peuvent dire que c'est arrogant. Moi, j'y pose la question, je veux savoir ce qu'il pense vraiment. Puis s'il pense que oui, il aurait gagné la course s'il s'était pas passé telle affaire, ben c'est ça que je veux savoir. Puis honnêtement, il te regarde dans les yeux, il est avec toi, il est vraiment présent. J'adore parler avec Verstappen à chaque fois. La Toi, musique t'es amusante, content, hein? Ben non, mais c'est bon, c'est bon de savoir ça parce que les gars, ils ont une personnalité sous pression en piste, puis hors piste, ça peut être très différent, tu sais. Il a été aperçu à rire avec George Russell Ouais. et regarder leur cellulaire, puis ils s'échangeaient genre des photos, ils rigolaient ensemble. Là. Ben oui. Fait que tu sais, Monter des histoires. l'Espagne, c'est déjà fini. Ouais. Évidemment que les médias et Drive to Survive sont bons pour Tu sais, pensez un des instant, affaires. là, ben oui, mais puis j'ose de ça dans l'entrevue avec Kim Hillman, la conversation avec Kim Hillman, puis il est là depuis 2017, il a manqué 3 courses, lui, depuis 2017. Tu sais. Donc, il a vu la progression de la Formule 1 depuis ce temps-là. Puis je dis, qu'est-ce qui, selon toi, marque le plus cette progression-là? Puis dis-moi, dans les paddocks, je le vois que de plus en plus, il y a du monde dans les paddocks. Là. De plus en plus. Puis c'est intrusif pour les pilotes. Tu sais, je vois des gens arriver, demander un selfie, un autographe, un selfie à Lewis Hamilton, puis
se virer de bord, prendre Lewis Hamilton par l'épaule, puis prendre un selfie. Mais dans quel monde tu penses que tu peux prendre ce gars-là par l'épaule? Tu sais, je veux dire, c'est un exemple, mais de plus en plus, il y en a, puis à chaque fois, puis on le voit, Hugo, Oli, toi aussi, t'as été dans les paddocks. Je m'excuse, Jean-Max. Ils s'en vont pour aller aux toilettes, puis la majorité, c'est des enfants, là, qui leur courent après pour des autographes. Donc, ils doivent se dépêcher puis sortir avec leur PR ou leur entraîneur pour s'en aller aux toilettes. Puis quand ils sortent des toilettes, là, ils prennent le temps de signer quelques autographes. Ils se lavent les mains. Prendre une couple de photos. J'imagine qu'ils se lavent les mains. De plus en plus, ils ont ça. T'sais. Fait qu'imaginez, à un moment donné, tu peux pas faire 2-3 pas sans... Puis tu sais, Esteban a marché dans le Vieux-Port. Oui, Bottas est allé faire du vélo. Bottas essaie tout le temps des cafés à chaque fois qu'il est à Montréal. Daniel Ricciardo est allé manger des crêpes l'année passée au September Surf. Des trucs comme ça, mais les autres pilotes, en dehors du Hilton puis en dehors du circuit, t'es verras pas. Là. Lewis sortira pas ici. Mais ça serait Max, tu le vois pas. C'est juste impossible que ces gars-là marchent dans la rue. Là. Juste à leur arrivée à l'hôtel, c'est souvent chaotique. Albon en parlait, j'y ai parlé avant la course. Et il dit, on arrive à l'hôtel, puis on aime ça, là, il y a beaucoup de partisans, c'est le fun, ça donne de l'ambiance dans la ville de Montréal. Mais imagine, tu débarques de l'auto, tu te rends à l'hôtel, t'as déjà un paquet d'autographes à signer. Ouais. Fait que quand tu te promènes en ville, c'est encore... Mais ça va continuer à augmenter, là. Charles devant le Ritz pendant des heures et des heures et des heures. Ah, puis je parlais avec Sylvia, la PR chef de Ferrari, puis Lewis est sorti tout de suite après pendant ce temps-là, puis je me suis fait un peu bousculé par du monde qui voulait des autographes. Il a fallu qu'il y ait un garde du corps qui retienne tout le monde. Vous allez avoir vos autographes, donnez de l'air à Lewis. C'est vraiment ce qu'il a dit. Oh oui. Lewis a signé pour tout le monde, puis après ça, il s'est dirigé. Puis il y a une raison pour laquelle, quand il finit, ils sont dans le parc fermé. Je sais, il est passé deux jours de suite à côté de moi, samedi puis dimanche, qu'il garde son casque puis il embarque sur sa trottinette, parce que s'il marche, il se rendra jamais chez Ferrari, qui est à l'autre bout complet des paddocks. Il n'y a pas le choix de faire ça à un certain moment donné. Donc, souvent, on pense que c'est de la mauvaise attitude de la part de Max, de la part de Lewis, de la part de des pilotes comme ça. Ils n'ont juste pas le choix, lui. Ouais. Et l'habit rouge continue d'attirer beaucoup de spectateurs. C'est fou. Il y en avait beaucoup, hein? Mais oui, il y avait du rouge en masse. C'est une des choses qu'il a dites. Quand je suis revenu du Mans, j'ai assisté au 24 heures du Mans en 2023. Remporté notamment par Antonio Giovinazzi. On était à Montréal, j'ai fait une entrevue avec lui pour revenir sur Le Mans. Il était pilote d'essai à ce moment-là, mais pour Ferrari. Et je le sentais pendant l'entrevue à quel point il y avait des gens qui prenaient des photos, qu'il y avait des gens derrière moi. Je me dis, l'année passée, alors qu'il était chez Alfa Romeo, personne n'aurait remarqué que je fais une entrevue avec Antonio Giovinazzi. Là. Mais l'habit rouge, c'est fou comment ça attire. C'est incroyable, t'as raison. L'attention. C'est une question que j'ai posée à Louis, je l'ai passée en ondes ici. Qu'est-ce que tu retiens de positif? Puis finalement, il termine sa réponse en disant, il fait une blague sur le fait, il dit, bon, il y a eu un crash, fait que j'ai pu monter d'une position, ça m'a aidé. Puis là, il est parti à rire, mais il dit de voir des gens que je vois depuis des années qui sont maintenant tout habillés en rouge. Il dit ça, écoute, je vois ça de façon très, très positive. Fait que oui, l'habit, mais je pense que l'habit avec le moine en tant que tel, les deux, ça va ensemble. OK, on y va avec notre segment qui est commandité par La Chute Performance. Je vais aller de ma meilleure lecture. Merci à La Chute Performance d'être là. Les week-ends de Grand Prix qui nous inspirent, surtout celui à Montréal. Mais chez La Chute Performance, la performance est sans compromis. On la développe au quotidien. Depuis plus de 20 ans, on est le spécialiste Subaru au Canada et on donne vie à vos projets les plus ambitieux, une Subaru à la fois. D'ailleurs, ça approche notre épisode qu'on va aller faire chez La Chute Performance. Ça s'en vient très, très bientôt. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'aller là-bas. Oli, notre tradition, on donne chacun un pilote qui avait du gaz en fin de semaine, puis un qui dormait au gaz en fin de semaine. Okay. Donc, on va commencer par toi, parce que tu es notre invité complètement spécial. Jean-Max, tu commenceras. Jean-Max, qui d'habitude commence, mais ce sera toi. Donc, qui est un pilote qui avait du gaz? Là, j'hésite un peu, mais ça s'en va chez Mercedes. Je pense que Russell ou Antonelli, je vais y aller avec Antonelli. Je pense que ça a été ma belle révélation du week-end. Très, très pas révélation dans le sens qu'on n'a pas découvert son talent ce week-end, mais la façon dont il a rebondi, la façon dont il agissait tout au long du week-end, j'ai vraiment été impressionné
par ce jeune homme-là. J'espère qu'il va garder aussi sa candeur et Ben oui. sa petite naïveté avec le temps qui le rend si charmant. Mais C'est cute. ouais, vraiment. Un petit frisé. Fait que, j'ai envie d'y aller avec lui. Je pense qu'on va l'aimer longtemps puis qu'on Ouais. va apprécier sa carrière. Ouais, il a c'est un sûr. talent raw, là, pur de vitesse, comme quand on a vu Max arriver. Mais il fait partie de cette catégorie-là, là, des Max, des Lewis, les jeunes pilotes qui sont arrivés, puis tout de suite, on a décelé un talent incroyable de leur part. Là. Et la plus belle shot du Grand Prix, c'est Antonelli avec les 2 McLaren qui le pourchassent, côte à côte avec le DRS ouvert. Écoute, c'était impressionnant. Il a résisté à ça. Ouais. Il a gardé son sang-froid. C'était drôle de l'entendre aussi dans le cool-down room en disant « Je savais pas à qui donner l'aspiration entre les deux. C'est comme lequel qu'il faut que j'aide là-dedans. » Puis, il s'améliore en flèche. Il apprend très vite. Il est extrêmement talentueux. Ouais. Chapeau. Son énergie est contagieuse aussi. Son il smile, a de l'air d'un très... J'ai pas pu lui jaser en fin de semaine. Je me ferai un devoir de faire ça l'année prochaine ou dans un prochain Grand Prix cette saison. Mais non, effectivement, tout un kid qui a l'air d'avoir une très belle attitude à date. Jean-Max? J'ai pas le choix d'y aller avec mon meilleur chum, Queen George, Olivier. George Russell me gosse particulièrement. OK. Beaucoup. Mais je dois être neutre et saluer son week-end parfait, ou presque. Dès les essais, il était dominant. Il a résisté à Max, avait une meilleure voiture ce week-end, mais quand même a résisté, a été top. Les bonnes stratégies, course parfaite, un de ses meilleurs week-ends. Il disait quand j'ai eu la pole, je pense que c'est ma meilleure pole ever. Il y avait des frissons. Il savait en arrivant, en croisant la ligne d'arrivée de Q3 que c'était la pole, que c'était vraiment excellent. Fait que je dois lui donner, il a bien rebondi, hein, parce qu'il y a eu une petite guerre de médias entre Max et lui. Il était baveux quand même. Il disait moi j'ai plus de permis. Ça a même duré après la course. J'ai plus de points sur mon permis. Mais c'est plate le protège parce que je trouvais que et Russell et Verstappen, tu sais, ils semblaient corrects après la course. Ils se sont salués. Sur le podium, ça allait très bien. Mais Max n'était pas au courant du protège, par exemple. Ben, c'est ça, en fait. Puis devant les médias, par la suite, les deux pilotes n'ont pas vraiment fait de cas. Et là, le protège arrive par après. J'étais comme, OK, il me semble que c'était le fun de les voir avec respect tout ce week-end. Ouais. Puis, Mais c'est-tu moi ou Russell, il a vraiment breaké Il a vraiment breaké. pour foutre la merde à Max, là, on s'entend, là. Moi, je pense pas. À cause qu'il reste un point. Moi, je pense pas. Mais pourquoi qu'il break subitement? Parce Non, mais que des la fois, c'est voiture, pour, en fait, la voiture de sécurité allait pas assez vite. C'est ça l'histoire. Mais Max roulait pas de temps que Non, ça. mais il voulait pas. Ben, Max est toujours agressif là, quand il est pas. Bon, fait qu'il suit très près. Ouais, tout moi, le je temps. pense que Puis George voulait garder la température dans ses pneus. Puis la meilleure façon de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu breaks puis tu accélères assez vite. quand on lit la décision des commissaires, il explique, oui, Russell a freiné, la télémétrie le démontre, mais Verstappen aussi freine dans cette ligne droite-là. Lui aussi pour garder de la température dans ses pneus. Donc, j'ai Moi, pas l'impression que c'était tant je pense que c'est une pierre à 3 coups. Je pense que c'est une pierre à 3 coups. Écoute, Regarde, je sais que George n'est pas ton préféré. Vous savez que Max n'est pas mon préféré. Je reconnais le grand talent des deux. C'est ce qu'on fait ici. Si Max avait fait ça l'autre bord, il aurait burglé dans la radio que George l'avait dépassé. Ah oui, Ça mais aurait- ils sont tous pareils. Donc, exactement. C'est de bonne guerre entre les deux. C'est correct. On joue avec ça. Faisant pas trop de cas. Hugo? moi, j'y vais avec un gars qui connaît toujours beaucoup de succès à Montréal, qui n'a pas été chanceux dans les dernières années, mais il est allé chercher des points avec son John Deere vert. Ah, il me vole. Ben je sais pas. Moi, je parle de Nico Hülkenberg. Oui. Ah oui, OK. Non, mais parce que, tu sais, Hülkenberg. des fois, on parlait d'Aston Martin comme étant un John Deere. Fait que je sais pas si t'allais... Les deux, c'est des John Deere. Il y en a un plus vert forêt, l'autre Ouais. plus vert Mais flash. Nico Hülkenberg qui a été sensationnel encore une fois. C'est le meilleur midfielder de l'histoire de la F1, je pense. Non. Il n'y a pas encore de podium. Non, Bon. c'est Pierre Gasly. Tu penses? Ouais. Parce que Gasly a gagné une course. Moi, je dis ça parce qu'il n'y a pas de podium. C'était écœurant, ça. Cette victoire-là, là, je pense que je regarde la vidéo une fois. Ben, pas je pense, je regarde la vidéo une fois par année. C'est incroyable. C'est toujours le fun, cette réaction-là qui était. Je pense. Est-ce que c'était la victoire inusitée la plus le fun à voir, tu sais, dans les années récentes? Le commentateur français là, qui se peut plus. Ah ouais. Laisse pas t'aspirer, Pierre!
Hey, Laissez-le cette parabolique! C'est incroyable. Sainte en arrière. Ah ouais, Saint qui pousse. Ah, c'était incroyable à voir ça. Puis la réaction de Pierre qui était bonne. Daniel aussi, c'était à Monza. C'était à Monza, right? Ouais. En 2022. Ça aussi, c'était pas si pire. Puis Esteban, sa victoire également. Mais celle de Pierre, c'était quand même pas pire. Je vais y aller avec Esteban Ocon qui est allé chercher des points. Haas qui était pas là pas en tout au début. Puis il a mené une très très belle course, je trouve, pour terminer 9e, aller chercher un autre point pour. Tu sais, Haas, somme toute, le 9-11, c'est pas si pire. On pourrait le donner à Carlos Sainz aussi, qui a été. Tu sais, c'était pas de sa 16 faute. à 10, genre. Il était bloqué en qualification, 16 à 10. 10. Bloqué en qualification. Malheureusement, ça l'a relégué. Il n'est pas sorti de Q1, puis finalement, a été capable d'aller chercher un point pour celle qui est maintenant mon écurie favorite, Williams. Merci. Sont-tu fins, Williams? Ouais. Ça n'a pas de bon sens comment ils sont fins. Fred Brousseau, entrevue. On le répète, Laurent Mekies, l'entrevue sur notre site web, et Frédéric Brousseau également. À chaque année, on prend des nouvelles de notre ami Frédéric et de sa saison de vélo également. Donc, j'ai acheté un vélo, donc on a pu jaser un peu de ça ensemble. Maintenant, le pilote qui dormait au gaz en fin de semaine, mon cher Oli. Je suis vraiment déçu de dire ça, mais je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Lance Stroll, honnêtement. Oh mon Dieu! Et ça va au-delà de ses performances en piste, qui avait quand même un défi, et je souligne le fait qu'il a travaillé très fort pour être à Montréal. La gomme. Mais- La gomme, buddy. Dans la conférence. Ouais, c'est un peu... Manchait une tout ça. gomme? Ouais. Oui, puis il marchait solide. Là. J'ai toujours trouvé qu'à Montréal, tu sais, on le sait que c'est pas le plus volubile. J'ai toujours trouvé qu'à Montréal, il y avait un sourire dans la voix à chaque fois. Il l'avait pas cette année, et c'est ça que je trouve décevant. C'est chez lui, c'est son grand frère à domicile. Je pense que ça vient avec des responsabilités aussi. Absolument. Et pour l'ensemble de l'œuvre, malheureusement, j'y vais avec Lance Stroll. Tom Clarkson qui pose la question, Lance, c'est ton circuit à la maison, tu le connais par cœur. C'est quand la première fois que tu es venu courser sur ce circuit? A long time ago. Alors, merci, Lance. On va passer. Pour moi, Peut-il quitter? je le défends souvent, Lance. Ouais. Je le défends souvent, mais cette attitude-là, je suis désolé, indéfendable. Et surtout que la Aston Martin, je suis désolé, mais elle s'améliore de plus en plus. Alonso, 7e. Exact. Alonso a été top. Si j'avais un autre gars à dire qui a eu du gaz, c'est lui, là. Ben oui. Il est vraiment fort. Il y a eu un genre de premier update approuvé par Adrian Newey. C'est pas Newey qui l'a développé, mais il l'a regardé, il a fait comme ouais, ça marche, ça. L'étampe de Il l'ingénieur. a mis l'étampe, boum, ça avance. On parlait d'Andy Cowell, division moteur chez Mercedes, il s'en vient. On parlait Enrico Cardile, aérodynamisme chez Ferrari, il est déjà là. Aston Martin va être à surveiller, j'ai vraiment hâte, puis je veux que Max aille là. Merci. Qui dormait au gaz? Qui dormait au gaz, Lando Norris. Encore une fois, des erreurs en qualif. Il faut que ses ingénieurs lui disent attention à ton freinage, Lando. Attention. Mais ça, est-ce il que a ça passé arrive à bord Lando? en bord. Écoute, une année, quand tu passes bord en bord tout le temps, la même chicane, tout le week-end, au mur des champions, Adapte. il faut que tu lui dises quelque chose. Il devrait répondre comme À cause de sa qualif, il n'est pas sur le Il podium. devrait sortir un petit À clip. cause de sa Il qualif, rentre. il court après Piastri. Puis à cause de ça, il fait une autre erreur. Il rentre dedans. Hey man. Si jamais vous filez pas dans la vie, là, tu sais, ça arrive qu'on a une mauvaise journée. Appelez-moi. Non. YouTube ou médias sociaux, Kimi Raikkonen Radio. Il y a des gens qui ont fait des compilations. C'est malade. C'est sûr que tu ris pendant au moins 5 minutes. Qui est ton pilote qui dorme au gaz, Hugo? Je vais y aller avec Alex Albon, les gars. Alex Albon qui a connu de la difficulté tout au long du Grand Prix. Mais j'ai pas aimé son attitude, son non-verbal. Parle à ses ingénieurs, on va l'avoir, de manière très directe, mais aussi très, on va dire, chialeuse durant la course. Ah non, on devait pas faire ça, voyons, vous m'écoutez pas. Puis il voulait faire à sa tête. Finalement, c'était pas la stratégie à avoir, rester plus longtemps sur les médiums. Et il y a eu le résultat qui est venu avec, malheureusement, n'a pas pu finir la course. Un peu sévère, c'est vrai. Je vais demander à Olivier Larue de me corriger si je me trompe, mais quand tu pars 9e puis tu finis 16e avec pas de dommages ou d'accidents notables,
me semble qu'Isaac Hadjar n'a pas connu ce qu'on attendait de lui. Puis, à moins que j'aille... Là, on est rendu jeudi. Là. J'ai toujours pas trouvé d'informations sur des problèmes de voiture ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai pas le choix d'y donner. J'avoue que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Hadjar non plus. N'importe quel pilote part 9, finit 16, tu dis, boy, mais on y donne, on dit, bon, c'est une recrue, à date, ça va très bien. Il y a 2-3 affaires qui peuvent être expliquées par la stratégie. La stratégie des pneus. Tu sais, on disait, Ocon, wow, Hülkenberg, wow. Ils ont eu un arrêt au puits. Puis Hülkenberg, il a fait sa petite course, ça n'a pas été extraordinaire, mais justement, Albon a jumpé sur les vibreurs, gros comme des glissades d'eau à Montréal. Ça ralentit Colapinto. Hülkenberg passe et finit dans les points. Il n'a rien fait d'extraordinaire. C'est parce qu'il a été opportuniste, mais un arrêt au puits et il a commencé sur les médiums. Ocon a fait sa petite affaire aussi. A commencé sur les hard, a un arrêt au puits. Il me semble que Hadjar a eu comme 2 arrêts au puits. Ils ont probablement pas été au bon moment. Ça a mal été. Qui a été pogné dans le trafic puis jamais pu remonter. Mais la voiture semblait pas particulièrement performante. Non, ça a été tough pour un On n'a pas vu Lawson du week-end non plus. Ça s'est demandé s'il était à Montréal. Non, mais je l'ai pris en photo, Fakou, je confirme. Il était à peu près nulle part. C'est vrai. C'était un dur week-end pour V-Carb. Dur week-end, mais plein de belles nouvelles pour nous. Merci, Oli, de t'être prêté à l'exercice, d'être venu avec nous autres. J'espère que c'est pas la dernière fois que tu viens. Merci pour l'invitation. Ben, grand plaisir que tu aies accepté. Nous autres, on se retrouve, on va faire un autre épisode spécial. On s'arrête plus des épisodes spéciaux. La semaine prochaine, une entrevue que les nostalgiques en Formule 1, je pense, vont aimer beaucoup. Puis, on revient bien sûr après le Grand Prix d'Autriche pour nos récapitulations de Grand Prix comme ça. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Allez nous suivre sur Instagram. On va augmenter notre page Instagram. Hugo, on arrive avec un concours aujourd'hui, d'ailleurs, un très court concours qui va durer 2 jours pour 2 billets pour l'avant-première du film F1 Movie. Donc, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, ça a l'air que il y a bien du monde qui ont dit que c'était très bon, sauf Carlos Sainz. Mais à mot couvert, merci encore une fois à tout le monde. Merci à Ali d'avoir été là. Merci à la disponibilité de toutes les écuries de Formule 1 qui nous ont permis de réaliser du beau contenu. Passez une belle semaine et à très bientôt. Ciao!